Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Aujourd'hui, je vous propose de parler sécurité alimentaire de notre rubrique C'est bien de chez nous. Donc nous irons à Tongen. Là-bas, nous découvrirons donc les feuilles comestibles, les feuilles qu'on mange chez nous. Ensuite, pour notre rubrique Job et éducation, nous découvrirons donc les classes CHAM. Alors qu'est-ce que c'est ? Détail dans notre rubrique Job Éducation avec Marie-Hélène. Ensuite, pour notre rubrique On s'occupe de vous, aujourd'hui, je vous propose de découvrir la médecine chinoise, par exemple la ventouse ou l'acupuncture. On en parle avec Anna Chiron. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Ouélépa. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes un ancien membre de la Ligue des droits de l'homme et également de l'AFOL. Aujourd'hui, vous allez organiser dans 2 jours une conférence sur le thème « La difficulté d'un échange entre égaux au pays des non-dits », donc avec 2 autres personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte et pourquoi vous organisez cette conférence ? D'abord, je tenais à vous remercier de nous recevoir pour un sujet qui est un petit peu délicat, qui est le dialogue en Nouvelle-Calédonie. Donc, Nouvelle-Calédonie, pays des non-dits. Non-dits, c'est une expression qu'on a empruntée à un écrivain calédonien qui avait employé cette phrase-là, les non-dits, pour parler de la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, avec Jeannette Bollet et Pascal Hébert, qui seront mes 2 acolytes, mes 2 compagnons de conférence, on va essayer de parler d'une expérience qu'on a menée en 2011 sur le dialogue, comment on arrive à dialoguer entre les identités. Et c'était une expérience qu'on a fait en 2011 après les débats qu'on avait organisés lors de la diffusion du film L'Ordre et la morale, qui était un film intéressant qui retraçait un petit peu l'histoire du pays, l'histoire moderne, l'histoire qui touche tout le monde, qui a blessé aussi un peu les uns et les autres. Et on s'était dit, comment on dialogue Et quand on a fait ces débats-là, on s'est rendu compte que les gens étaient prêts à discuter, bien sûr, à dialoguer, à parler de leur identité, qu'ils étaient, et en même temps de dire ce qu'ils ressentaient, et de dire aussi qu'ils étaient prêts à se rencontrer. Et c'était un débat qui était très riche. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu aussi des joies, il y a eu des choses très importantes qui ont été dites sur la question de la paix dans notre pays et sur l'importance de préserver la paix et de construire intelligemment tous ensemble. Alors justement, vous avez parlé d'identité. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se reconnaître citoyen de la Nouvelle-Calédonie ? Alors la question de la citoyenneté, on n'est pas arrivé sur la question de la citoyenneté. On s'est dit d'abord, nous avons des identités. On a des identités personnelles, claniques, on a des identités au travail. Voilà, exactement. Toutes ces identités-là, quand on discute individuellement en vis-à-vis, ces identités-là, elles sont avec nous. C'est un peu comme un sac à dos et puis, consciemment ou inconsciemment, ces identités-là, elles ressortent. Des fois, on en parle, des fois, on dit qui on est, et des fois, même si on ne dit pas qui on est, ces identités-là sont toujours là, les identités collectives. Alors, et donc, cette question du dialogue, il est sur nos identités collectives. Parce qu'individuellement, on arrive à discuter. Maintenant, quand on a nos identités collectives qui reviennent sur le carreau, comment on arrive à discuter? Et effectivement, une fois que ce dialogue-là sera en place, ça sera peut-être plus facile de parler de citoyenneté, effectivement. Alors, un thème compliqué pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ne comprennent pas, je veux dire un thème qui veut dire quelque chose pour certaines personnes. Alors, un pays du non-dit, c'est bien la Calédonie, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça veut dire quoi exactement? Non-dit parce que ici, c'est non-dit pas dans le sens où on ne dit pas les choses, c'est non-dit dans le sens où par respect… Parfois c'est le cas. Parfois c'est le cas, et tout à fait. Par exemple, sur les événements, quand il y a eu les diffusions du film L'Ordre et la morale par rapport à la prise d'otage à la grotte de Gossana, il y avait une peur de dire les choses, de parler des événements qui ont marqué et de réveiller. Voilà. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les gens avaient besoin de parler. Ils avaient besoin de parler de leur tristesse, de leurs difficultés. Ils avaient aussi besoin de parler de ce que ça leur avait fait à leurs enfants aussi. Parce que pour certains, c'était des enfants. Et donc, ce qui est important dans cette question-là, c'est que ces non-dits-là, c'est aussi par respect ou par pudeur, suivant sa culture. Par exemple, quand on est kanak, on ne dit pas les choses, pas parce qu'on ne veut pas les dire, mais simplement par respect. Et par respect pour la vie aussi. Donc ça, c'est important. Quand je vous parlais de la paix tout à l'heure,
quand on parle du pays du non-dit, c'est aussi le pays où on va préserver la paix avant de commencer à parler. Parce que la parole, c'est aussi une arme. Donc, juste pour finir, le pays du non-dit, oui, c'est une expression qui est empruntée à Louis-José Barbançon dans son fameux livre Pays du non-dit, à la Nouvelle-Calédonie. Donc, on l'a repris dans ce sens-là, mais on l'a repris aussi en allant un peu plus loin, puisque l'idée de notre conférence, c'est de parler d'un dialogue. Aujourd'hui, dans notre pays, on a un petit peu de mal à dialoguer, où on regarde les hommes politiques dialoguer, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dialogue? Tout à fait, c'est ça. D'accord. Alors justement, c'est aussi, pour parler du contexte, c'est aussi de rappeler Mélanésia 2040 ans après. Voilà, tout à fait. Alors, c'est l'invitation pour la conférence donc, dans 2 jours, le 26, jeudi 26 à 18 h à la salle Sissia au Centre culturel Chibaou. Cette salle-là, elle nous est gentiment prêtée par l'ADCK, le Centre culturel Chibaou, parce que cette année, leur programme, c'est les 40 ans de Mélanésia 2000, et c'est aussi histoire de voir où est-ce qu'on en est du chemin parcouru. Et quand ils sont venus nous trouver, c'était l'occasion de parler de ce projet, mais aussi de voir que, où on en est du dialogue entre les identités. Alors, qu'est-ce que vous attendez? On fait la première conférence du programme de la médiathèque. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez? Quel sera le suivi après cette conférence Tout d'abord, je pense qu'il faut être modeste, il faut être humble. Je pense que l'idée, c'est de reparler de quelque chose qui nous tient tous à cœur dans notre pays. On parle de terre de parole, terre de partage, mais pour pouvoir faire la parole et le partage, il faut dialoguer, il faut se rencontrer. Et nous, on est parti du principe que justement, l'idée, c'est d'abord de parler de ce dialogue-là. Donc, on va y aller tranquillement, on va expliquer ce que c'est le dialogue entre les identités, et entre les groupes, les communautés, pour être précis. Alors, avant l'appel justement à la population calédonienne, vous utilisez un support. Donc l'expérience des méthodes, on va dire, d'une ONG israélo-palestinienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'école pour la paix? Voilà, comme vous le dites, c'est une méthode. C'est une méthode de travail, c'est une méthode de dialogue qui a été expérimentée pendant 50 ans en Israël-Palestine. Alors, pour parler justement du conflit colonial et comment on décolonise, et en même temps comment on dialogue. Alors, certes, ça s'arrête là pour nous parce qu'on n'est pas en guerre, ils sont quand même en guerre. Et on a rencontré des chercheurs israéliens et des chercheurs palestiniens, et particulièrement 2 personnes qui ont été des personnes ressources, qui sont des amis aussi, des chercheuses qui vivent en France, et qui font des allers-retours sur cette question-là, au pays, donc en Israël-Palestine, et qui travaille sur l'école de la paix. L'école de la paix, c'est tout simplement comment on instaure un dialogue entre des communautés en sachant qu'il y a un litige, on va dire une tension de domination, une tension coloniale, et comment on arrive à parler de nos identités pour pouvoir justement dépasser ce conflit-là ou le déconstruire. Alors ça se fait plus ou moins facilement, je dirais, même parfois dans la douleur. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les mots, autant les mots peuvent faire mal, ça peut être des armes, mais les mots aussi, ils réparent. Les mots font la cicatrice. Les mots vont permettre aux identités d'être reconnues comme identité de communauté et en même temps de cicatriser les douleurs qu'il y a entre les communautés et d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est le dialogue. C'est un vrai dialogue. C'est ce que vous allez essayer de faire justement durant cette conférence. Tout à fait. Donc, un message adressé à la société calédonienne. Alors, pour terminer, un appel justement à la population calédonienne qui nous regarde. Voilà, si vous voulez simplement comprendre comment on peut justement dialoguer. Si vous voulez apprendre un peu plus sur notre modèle qui a été testé en Israël-Palestine depuis 50 ans dans des tout petits endroits et qui a fonctionné, je pense que cette conférence, elle pourra vous intéresser. Et puis si vous ne savez pas, venez quand même. C'est à 18 h, donc jeudi 26 mars, à la salle Sissia au Centre culturel Chibaou et c'est gratuit, donc tout le monde est bienvenu. Voilà, donc l'appel est lancé. Pierre Ouélépa, merci d'avoir accepté cette invitation. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans ton agenda du pays? Bonjour Élise et bonjour à tous. On va parler sport pour commencer. Et ça se passe à Auteuil avec le tennis club qui vient d'ouvrir justement les inscriptions pour cette année. Alors avis aux amateurs, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Richard au 78 28 78 ou alors Fabienne au 41 24 85
pour vous inscrire. Alors, on reste dans le sud avec un stage de graphe. On parle graphe et là, on va du côté de Dimbéa maintenant, avec le centre culturel de Dimbéa qui propose aux jeunes de sa commune, qui ont entre 13 et 16 ans, des cours, enfin des ateliers plutôt de graphe. C'est gratuit, alors il faut en profiter. Et puis, les jeunes de la commune de Dimbéa sont inscrits on va dire en priorité, mais ceux des communes environnantes peuvent aussi y participer. Hein. Donc vous pouvez tous vous inscrire. Et là, pour ce faire, il faut se rendre soit au centre culturel directement ou alors appeler au 41 23 07. Voilà, et on passe maintenant à l'annonce des différentes coupures de courant pour la journée de demain. Et alors, on part du côté de Boulou-Paris pour commencer avec les coupures. Ça intéresse le village, alors de la RT1 Carrefour de la mairie jusqu'au pont de la Ouaya, rue de Soprotec et rue de la cantine scolaire au stade VU 19. Et tout ça de 11h à 16h30. Et c'est pour une raison d'entretien sur le réseau basse tension. Ensuite, pardon Élise, c'est pas fini avec les coupures là de Boulou-Paris. On va carrément dans le nord, on va à Tours. Et on s'intéresse aux tribus de Kangouma, Maïna, Tiwende et Poi. Alors là, si vous êtes sur ces régions, eh bien la coupure elle est prévue pour demain, mercredi 25 mars, de 9h à 15h. Et là, par contre, c'est pour l'entretien du réseau haute tension. C'est pas fini, on reste dans le nord, on va à Yingen cette fois. Et là, c'est une coupure qui concerne eh bien l'ensemble de la commune. Et pour, pareil, pour les mêmes raisons, réseau haute tension, enfin entretien du réseau haute tension. Et là, c'est de 8h30 à 16h sur Yingen. Alors, on continue donc avec un communiqué de la commune de Tours. Alors là, c'est le maire de la commune de Tours, donc qui informe tous les parents d'élèves, des internes qui sont scolarisés soit sur Yingen ou à Pointe-Dimier ou à l'école de Thiers, eh bien que les horaires des ramassages, eh bien ils ont changé depuis le dimanche 15 mars. Alors dorénavant, ça se passera comme suit. Pour le collège de Yingen, à partir de 16h30, eh bien les navettes démarreront à partir des vallées à 15h. Et pour les collèges et lycées de Pointe-Dimier et le collège de Thiers à partir de 16h30. Alors il y a deux circuits, le circuit 1 avec un départ de Tipingé et le circuit 2 avec un départ de Tipoapi. Et pour les navettes concernant le fond des vallées, c'est à partir de 15h. Voilà, et on termine à Koumak avec un petit concours. On en avait déjà parlé, mais bon, un petit rappel pour les habitants de la commune de Koumak qui ont un peu la main verte, mais les autres aussi, il faut s'entraîner, avec un concours de jardin. Alors c'est organisé par la commune et ça se passe du 1er avril jusqu'au 1er octobre. Mais on en parle déjà puisque les inscriptions, eh bien, c'est maintenant qu'il faut le faire puisque les derniers délais, c'est le 31 mars. D'accord. Alors si vous voulez participer, allez-y. On vous donne un numéro de téléphone pour composer, le 42 78 71. Et puis, il faut savoir qu'il y a une petite somme à verser qui est fixée à 1 000 francs pour l'inscription. Et donc, avec un concours qui débute le 1er avril et qui durera 6 mois. Voilà, et durant 6 mois, le jury passera chez les participants, c'est ça Oui, c'est ça, Élise, pendant les 6 mois que dure ce concours. Donc, chaque mois, une visite du jury qui vient un peu regarder un peu comment ça évolue. Voilà. D'accord. Et puisqu'on est à Koumak, on profite pour faire un petit rappel. Je crois que tu as un petit rappel. Oui, là, ça concerne maintenant l'Office municipal des sports qui informe bien les parents que les activités manuelles dès mercredi après-midi ont repris. Et là, ça concerne les enfants qui sont âgés de 3 à 14 ans, et ça se passe à l'école primaire de Koumak de 13h à 16h. Et puis c'est gratuit, alors il faut en profiter. Par contre, il faut s'inscrire. Il y a un numéro pour le faire, c'est le 47 14 72. Et puis il y a aussi des documents à fournir, comme une fiche d'inscription à remplir déjà. Et puis il faut fournir la copie des vaccins ou un certificat médical. Et ce sont des documents qui sont obligatoires. Alors pensez-y, sinon vos enfants ne seront pas acceptés. Et puis, il faut savoir aussi que chaque mercredi, il y a un thème qui est proposé et ça change à chaque mercredi et les enfants travaillent sur ce thème. D'accord, voilà, merci pour tous ces différents rendez-vous et puis on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique « On s'occupe de vous ». À tout à l'heure. Quant à nous, on retrouve Duke Menango pour notre rubrique « C'est bien de chez nous ».
Bonjour Duke, alors aujourd'hui on va parler un peu de notre consommation de légumes, on va parler particulièrement des légumes feuilles au pays. C'est ça Elise, bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors Elise, on va donc parler de ce qu'on mange un petit peu. Et puis pour commencer, on peut s'attarder un petit peu sur le concept de sécurité alimentaire. Alors sécurité alimentaire, c'est juste enfin, ça fait partie des indices qui permet de dire si un pays est développé ou pas. C'est un des indices de base, quoi. La sécurité alimentaire, c'est un critère de base pour se dire être pays développé, quoi. Alors, ce concept-là, la sécurité alimentaire, prend en compte différents critères dans l'hygiène dans l'alimentaire. Mais un des critères les plus importants, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et puis, dans ce domaine-là, on peut dire que nos vieux, à l'époque, ils n'avaient pas de souci à se faire parce qu'ils produisaient et consommaient leurs produits, quoi. C'était direct. Ils produisaient eux-mêmes, quoi. Voilà, donc ici, et puis ici au pays, même si au niveau de la production déclarée, nos agriculteurs justement produisent pas mal, on peine toujours justement à satisfaire la demande locale parce qu'on est de plus en plus nombreux et aussi nous, les gens du pays, hein, on est de plus en plus conditionnés pour ne plus produire justement comme nos vieux le faisaient avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a son petit travail salarié, voilà. Tout ça, notre façon de vivre moderne, entre guillemets, voilà, on dit ça comme ça, on n'a plus le temps d'aller au champ. Nos vieux, avant, on le disait juste avant, ils cultivaient eux-mêmes tous les produits qu'ils mangeaient. Du coup, eux aussi, voilà, entre parenthèses, là, ils n'étaient pas touchés par tous les problèmes liés à la pollution, tout ça. Je voulais juste parler un petit peu de ça, parce qu'ici au pays, il faut savoir qu'on déverse quand même 3600 tonnes d'engrais sur le sol par an. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Et puis, pour aller dans ce sens-là, on peut dire qu'ici, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ici au pays, on croit que nous sommes un pays riche, développé, industrialisé. Et puis, à l'abri des produits nocifs. C'est ça. Mais un point sur lequel il faut insister, c'est qu'on n'est pas du tout conscient de ce qu'on mange, quoi, de ce qu'on met dans notre assiette. Et puis en plus, on est indépendant de ces produits-là. On est dépendant plutôt. Voilà, c'est ça, tous ces produits. Les termes, oui. C'est vrai qui arrivent de l'extérieur. On est dépendant que ce soit, enfin, quand on est en train de parler des légumes, là, on est de plus en plus dépendant des légumes qui ne sont pas indigènes, comme la carotte, la salade, et puis on est de plus en plus dépendant surtout des produits importés en général, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on fait, on va dire, on fait nos courses, on ne pense pas justement, même celui qui peut faire son jardin à côté, peut-être qu'il le fait, mais en ville aujourd'hui, je veux dire, c'est difficile de trouver un petit jardin, faire ses petits légumes. Maintenant, on joue la carte de la facilité, c'est d'aller chercher nos légumes au magasin. C'est vrai, pourtant, il y a de grandes tendances aujourd'hui, là, on parle de plus en plus de agriculture bio et puis de permaculture. Là, on a reçu, il n'y a pas longtemps, dans notre plateau, je crois, des associations qui œuvrent un petit peu dans ce domaine-là, dans la permaculture, mais on en revient toujours au même point. En fait, on se rend compte que nos vieux avaient déjà des pratiques naturelles qui nous évitent un peu tous les problèmes liés à notre système de consommation aujourd'hui. Et puis, pour revenir sur la dépendance du pays là, par rapport aux produits importés, on peut citer par exemple la laitue, rien que sur la salade verte. Ici au pays, on produit pas mal. En 2013, d'après les derniers chiffres que la DAVAR là, nous ont donnés, on a quand même produit 1630 tonnes de salade verte. Mais la même année, il a fallu quand même importer 700 kilos de salade verte parce que, voilà, comme tu disais, la production locale ne suffit pas pour satisfaire la demande locale. À côté des salades, pour rester sur les feuilles, on peut parler aussi du chou. On sait que sur Bourail, tout ça, même sur les îles Loyauté, en province nord, on produit beaucoup de choux, que ce soit le chou rouge, le chou vert ou le chou blanc. Par exemple, pour donner un chiffre encore, on a 780 tonnes en production en 2013. Et puis, à l'année d'avant, il a quand même fallu importer 62 tonnes de choux réfrigérés. Mais voilà, c'est des questions à se poser sur ces filières-là. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas assez? Pourquoi, alors que la terre, elle est là? Et puis,
Mais en tout cas, ça alimente bien l'idée qu'on est de plus en plus dépendant de ces produits-là, produits importés, quoi. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, hein, les fruits, les légumes deviennent des produits presque de luxe. C'est vrai. C'est vrai, carrément. Tout à l'heure, on vient de citer la salade. Là, en 2013, le kilo de laitue, il est quand même monté jusqu'à 1040 francs presque, en moyenne, 1040 francs le kilo. Et d'après le site, d'après UFC Que Choisir, là, ils nous disent qu'on est même monté à des pics 1500, 1600 francs le kilo. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de promotion, de promotion au niveau sanitaire, quoi, des campagnes plutôt, qui nous mettent en garde sur ce qu'on mange, voilà, manger plus de légumes, les 5 fruits et légumes par jour. Et plus d'activité physique. Et ce qui est contradictoire, c'est que, voilà, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on nous dit à côté qu'il faut manger tout ça, là, mais le système fait que on ne peut plus cultiver nous-mêmes nos salades, et puis on nous vend plus de produits. On nous vend plus de produits un petit peu méfastes pour la santé par rapport au fait qu'on utilise de plus en plus d'engrais, on parle d'OGM, et puis ce que tu viens de dire aussi, le prix. Ça devient presque inaccessible de manger sain, de manger bio. Et puis voilà, tout ça pour dire que c'est un petit peu contradictoire. Et puis c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Dernièrement, on parlait de la permaculture. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles nous, ici au pays, on doit réfléchir, parce qu'on a encore la chance, comme on a l'habitude de le dire dans notre plateau, on a encore la chance d'avoir un petit peu de terre, et puis de pouvoir savoir encore cultiver, de savoir planter encore. Et puis on a surtout la chance d'avoir un pays un pays dans l'environnement, la nature est généreuse, quoi. Du coup, on a des solutions pour éviter tous les problèmes sanitaires, tous les problèmes de pollution et tout. Et la preuve, c'est que justement, on s'est rendu sur Yingen, et on a rencontré là-bas une maman, je crois que c'est Marie-France. Et puis voilà, cette maman-là de Yingen, qui habite à Tongen, je crois, elle nous a invités à la suivre pour une petite collecte de feuilles comestibles. Alors je te propose, Élise, qu'on regarde ensemble avec nos chers téléspectateurs ce petit reportage qui s'est déroulé à Tongen. Bonjour, je m'appelle Marie-France Diné. J'habite à Pilaoué, Yingen, et je vais vous présenter quelques plantes que l'on peut manger dans la région de Yingen. Donc la première plante dont je vais vous parler, c'est ce que l'on appelle le liserando ou la patate d'eau. Ça pousse dans des endroits humides. Et là, comme il a beaucoup plu, il y en a beaucoup. Donc il faut casser, c'est surtout les tiges, les têtes que l'on casse. Et ça, après, on les prépare. On peut manger avec de la viande ou avec du poisson. C'est le liserando ou la patate d'eau. Parce que ça a du lait, comme les feuilles de patate, quand on les casse, il y a du lait qui sort. Ici, c'est consommé surtout en ce moment quand il pleut beaucoup, ça sort et puis ça pousse un petit peu partout où il y a des endroits humides. Les tiges, quand elles sont jeunes encore, parce qu'après le reste, c'est... Ouais. Puis après, on coupe en petits morceaux, comme ça cuit plus vite et puis c'est plus facile après pour manger aussi. La deuxième plante qu'on va aller voir, ça va être les tarots d'eau. Oui. Donc on va aller voir là, à côté, il y a un petit champ de tarots d'eau. Et voir ce qu'on utilise, comment c'est préparé. On peut aussi montrer comment c'est préparé pour les tarots d'eau. Parce qu'il y a certains tarots d'eau qu'il ne faut pas prendre parce que ça gratte quand on fait cuire. Et il y en a d'autres qui grattent moins. Donc là, on va monter comme ça, on va aller voir le petit champ de tarots d'eau. Là, ça va être là. Alors, ça, ce sont des feuilles de canard. Ici, à Yingen, c'est utilisé pour envelopper les sardines. Donc on prend plusieurs feuilles, comme ça. Ensuite, on met les sardines à l'intérieur. Et quand c'est rempli, après on plie, comme ça. Après, on attache. Avant d'attacher, on peut mettre un petit peu de sel et du citron pour faire bouillir. Et puis après, c'est mis dans des marmites et on fait bouillir. On peut le faire aussi avec les feuilles de bananier ou les feuilles de cordyline.
C'est la même chose. En fait, c'est un peu comme, on peut utiliser aussi le papier alu, mais ça c'est naturel. Donc on ne dépense pas d'argent, puis ça après, ça peut servir d'assiette aussi. Parce qu'après on déplie, puis l'assiette elle est là, puis on mange, puis on met les arêtes d'un côté, puis on mange la sardine. Donc ça c'est le tarot d'eau, tarot de montagne plutôt, et c'était le cœur, c'est le cœur qui est utilisé parce que c'est tendre pour faire cuire. Mais ces feuilles-là, elles sont trop vieilles déjà. Donc, et aujourd'hui, c'est très peu utilisé parce qu'il y a d'autres choses qui ont remplacé. Alors que pratiquement dans toutes les maisons, on trouve les tarots de montagne. Donc, ils sont coupés en petits morceaux aussi, faire bouillir parce que c'est des feuilles qui grattent. Il faut faire attention à ces feuilles-là parce que ça gratte. Cette plante, c'est le choucanac. On peut utiliser de plusieurs façons. Donc on casse toujours les cœurs, comme ici. Donc on les fait bouillir. Une fois que c'est bouilli, après on les refroidit et on peut faire en salade. Ou bien on peut faire avec du lait de coco, la même chose, bouillir avec du lait de coco. Ou bien avec de la viande ou du poulet ou du poisson. Et ça c'est très... il y a plusieurs variétés, il y a plusieurs grosseurs de feuilles. Mais c'est très mangé pratiquement toute l'année aussi. On mange les feuilles de choucanac. Pour l'entretien, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. En plus, les boutures, elles se multiplient facilement. On casse une bouture en pic. Et quand il fait humide, la plante, elle pousse rapidement. Et quand on plante, pas très longtemps après, on peut déjà avoir des cœurs. Et quand on casse le cœur, après, ça fait des ramifications. Et plus on va le casser, plus on casse les cœurs. Et plus ça va se ramifier. Ça peut être une bouture quand on pique dans la terre et puis quand c'est humide, ça va démarrer. Mais il faut faire attention aux escargots parce que comme c'est tendre, les escargots, ils aiment beaucoup manger les cœurs des feuilles de choucanac. Il y a une autre variété, les feuilles, elles sont un petit peu plus grosses. Et c'est joli aussi parce que ça peut décorer en même temps. Parce que les formes, elles sont différentes, les couleurs, elles sont différentes. Donc c'est bon pour le palais, mais c'est bon pour les yeux aussi. Donc voilà, deux autres variétés de choucanac. Donc là, la feuille, elle est un petit peu plus grosse, plus ronde, mais là, les trous, ce sont les escargots. Donc les escargots, ils attaquent par rapport aux autres que j'avais montré tout à l'heure. Et puis celle-là, la forme, elle est différente, la couleur, elle est à peu près la même, mais la forme de la feuille, elle est différente. Donc, et ça, c'est toute l'année qu'on peut en avoir. Hein. Donc il suffit de casser, manger, puis replanter. Là, j'ai planté dans un pot. Là, j'ai piqué des boutures dimanche et les bourgeons, ils sortent déjà. Alors, avec la pluie, les bourgeons, ils ont commencé à sortir. Donc ça, ce sont les tarots d'eau. Donc on casse la tige. Je vais couper. Alors ça, mais normalement on mange celles qui sont un petit peu plus jeunes que celles-là. Les jeunes, un peu comme les tarots de montagne. Elles sont plus tendres. Donc on peut manger aussi bien la feuille que la tige. Et la tige, il faut la nettoyer. D'abord, il faut tirer le fil, comme ça. Comme ça, ça va cuire beaucoup plus vite. Et ici, à Yingen, ça, c'est utilisé pour les mamans qui viennent d'avoir des bébés. Donc, ces tiges-là, elles sont coupées, elles sont bouillies, comme pour devenir un genre de soupe. Et ça permet aussi de nettoyer le ventre de la maman qui vient d'accoucher. Et après, ça, il faut... On coupe en petits morceaux, on fait bouillir, et puis ça, on coupe en tout petits morceaux aussi. Et ça, il faut faire cuire dans au moins 2 eaux, parce que pour éviter que ça gratte le fond de la gorge. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre les feuilles qui sont assez jeunes. Puis après, on peut mettre de l'ail, des oignons. On peut manger comme ça avec du riz aussi, sans accompagner forcément de viande ou de poisson. Donc manger que des produits, des végétaux. Puis ça se casse facilement aussi. Mais il faut faire attention aux enfants, il ne faut pas qu'ils les touchent parce qu'après ça gratte et puis ça fait un dépôt, un peu une couleur sur la main, mais après en lavant ça part. Donc ça c'est pour les tarots d'eau.
Ce n'est pas parce qu'on fait du droit. Donc voilà les citrouilles, les cœurs qu'on peut, donc on casse. Puis après il faut le nettoyer pour tirer les fils, autrement ça ressemble à du chewing-gum si on ne tire pas le fil quand on mange. Et ça c'est pareil, on coupe en petits morceaux, on fait sauter, on peut manger avec du poisson ou bien faire sauter avec du poulet ou de la viande. Alors là, on va aller chercher, c'est pas pour manger, mais plutôt pour faire de la tisane. C'est un basilic sauvage. Donc ça, c'est du basilic sauvage. On peut utiliser pour faire des tisanes, donc on casse les têtes, on casse les feuilles. Et ça, c'est surtout quand on a des problèmes de digestion. On peut boire avec en tisane chaude ou en tisane froide. Alors là, j'ai présenté quelques feuilles que l'on peut trouver autour de la maison. Les deux derniers que l'on n'a pas vus, ce sont les feuilles de l'écœur de chouchoute. Ça se prépare, on les fait bouillir et puis après c'est surtout consommé en salade. Ça ressemble beaucoup à de l'asperge. Et les feuilles de manioc, donc les jeunes feuilles, la même chose, on fait bouillir plusieurs fois parce que la feuille elle est assez dure. Puis après on rajoute des épices, on peut en manger avec de la viande et puis du riz. Mais il y en a d'autres que j'ai pas pu montrer parce que c'était pas la saison. Donc comme les litrons ou bien les feuilles de brède. Et puis il y en a aussi qui poussent au bord de mer. Mais comme là c'était juste ce qu'on a pu trouver autour de la maison. Et ce que je voulais dire aussi surtout aux jeunes, c'est de les encourager à peut-être découvrir ces plantes-là, apprendre à les cuisiner parce que ça coûte pas cher. Et puis ça pousse juste à côté de la maison, même dans des pots on peut en faire pousser facilement. Puis ça demande pas beaucoup d'entretien. Enfin l'entretien c'est juste casser. Puis en cassant ça entretient en même temps la plante. Et puis surtout de consommer ces plantes-là parce que c'est naturel, c'est du bio, il n'y a pas besoin d'engrais, on n'a pas besoin de grand-chose pour avoir de la bonne nourriture et puis ça à portée de main surtout. Il y en a beaucoup qui poussent comme ça, des plantes qui poussent dans la nature, mais on préfère aller acheter au magasin que acheter des choses qui sont vendues dans le commerce plutôt que de manger ce qu'on trouve là, juste à côté de chez nous. Voilà, donc on voit à travers ce reportage qu'il y a de nombreux légumes feuilles que la nature donc de notre pays nous offre gratuitement. Et je pense que Dieu, tu as voulu parler également au niveau des sujets concernant la sécurité alimentaire, tu as voulu parler également du diabète, oui, de l'obésité, donc nos enfants qui sont atteints de l'obésité à cause de cette alimentation un peu fast-food, on va dire. C'est ça. Je voulais insister un petit peu en donnant quelques chiffres que l'Agence sanitaire et sociale nous ont communiqués. Voilà, les chiffres, ils sont quand même alarmants. Il faut savoir que l'étude qui a été menée, là, ça a été fait sur un échantillon de 2700 enfants un petit peu. C'est un échantillon qui représente en gros tous les enfants du pays. Alors voilà, ça nous dit que ici au pays, chez les enfants âgés de 6 ans, 32% d'entre eux sont en situation de surcharge pondérale. Et sur ces enfants-là, il y a 14% qui sont carrément obèses. Et ça s'aggrave avec l'âge, parce qu'à 12 ans, c'est 42% en surcharge pondérale, et 20% d'entre eux sont obèses. Alors chez les adultes, c'est encore pire. 55% des adultes ici au pays, là, des Néo-Calédoniens, ils sont en surcharge pondérale, et c'est presque 30%, 27% qui sont obèses. 30%, ça fait presque un adulte sur trois, un peu plus presque un adulte sur trois. Du coup, voilà, on se retrouve à un niveau international, on se retrouve juste derrière les États-Unis. Les États-Unis sont les premiers, nous on est juste derrière. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils se portent encore mieux que nous. Alors ils nous ont donné aussi des chiffres avec des critères ethniques. Nous, les Mélanésiens et les Polynésiens semblent les plus touchés. Après, les Européens, ils sont pas épargnés, mais les plus touchés ici au pays, c'est nous les Océaniens, quoi.
Alors, ça, c'est concernant justement notre alimentation, il faut faire attention à notre alimentation, mais on nous demande justement de manger plus de feuilles. Mais au niveau de l'agriculture, on utilise aussi des produits qui pourraient être nocifs pour notre santé. C'est vrai, tout à l'heure, on a cité les engrais chimiques. Et puis, comme tu dis, il y a les pesticides. Ici au pays, on sait que à travers des organismes comme Ensemble pour la planète, tout ça, on sait qu'on utilise des pesticides qu'ailleurs en Europe ou en France, c'est interdit parce que voilà, ici au pays, pour avoir le droit d'utiliser certains produits, c'est la loi locale, quoi. C'est le Congrès qui décide si tel ou tel produit est homologué ou pas. Du coup, voilà pourquoi on est un petit peu en décalage par rapport à ces produits-là qui sont très nocifs pour le pays, très nocifs pour les enfants demain, quoi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et puis, je voulais aussi rajouter, juste un petit clin d'œil pour finir, un petit clin d'œil aux multinationales. J'ai lu un article récemment, c'était sur le Figaro. Figaro avait publié une étude d'Oxfam. Oxfam, c'est une sorte d'organisation non gouvernementale qui œuvre pour aider certains pays au développement et puis à lutter contre la pauvreté, enfin bref. Et puis, voilà, Oxfam disait que elle citait quelques banques, là, la Société Générale, Paribas, McDonald's, Nestlé, elle les pointait un peu du doigt parce que on s'est rendu compte que ces multinationales-là, dans le domaine de l'agroalimentaire, en fait, elles achètent en stock, en grand stock, en grande quantité, là, des stocks énormes de denrées alimentaires comme le blé et puis d'autres produits comme ça, là. Et du coup, ça leur permet de jouer sur les prix. Du coup, je disais ça parce que c'est toujours pour illustrer le fait qu'on va être de plus en plus dépendant de ces firmes, de ces multinationales-là. Par exemple, ce McDonald's ou ce Nestlé qui achète le blé à un pays africain, il va être capable de revendre ce blé-là à un prix exorbitant, à un prix qui va dépendre carrément de ces humeurs-là. Et nous, on a de la chance ici au pays de pouvoir consommer toutes les feuilles que la maman à Tonguène nous a montré. On a de la chance de pouvoir consommer le fruit à pain qu'on a vu la semaine dernière à Paris, tous ces produits-là que la nature nous offre presque gratuitement. Donc on a de la chance d'être de pouvoir ne pas être totalement dépendant de ce système et puis de ces firmes multinationales, quoi. Voilà, donc merci Luc de nous avoir parlé un peu de la sécurité alimentaire en Nouvelle-Calédonie et puis surtout de privilégier nos propres produits. Merci Luc. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique On s'occupe de vous. Alors Anna, on te retrouve pour ta rubrique. Nous parlons médecine chinoise avec toi, ventouse, acupuncture, des traitements assez méconnus encore du grand public. Donc, mais tu vas justement tout nous dire aujourd'hui. Alors on se retrouve, on parle médecine traditionnelle chinoise. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rappeler qu'il existe 5 pratiques dans cette médecine pour entretenir ou restaurer la santé. Alors, il y a la pharmacopée, tout ce qui a trait aux plantes médicinales. Ensuite, on a l'acupuncture, la diététique chinoise, le massage tuina et aussi les exercices énergétiques. C'est tout ce qui est tai chi, qigong, voilà. Alors, cela existe depuis la nuit des temps en Chine, mais quand est-ce que cela a commencé donc, à se faire connaître dans le monde ? Eh bien, c'est au courant du 21e siècle, du 19e siècle, pardon. Et c'était grâce aux jésuites qui revenaient de Chine, donc qui ont amené cette médecine. Et elle est apparue en Occident, timidement, et puis ensuite en France en particulier. Et ensuite, ça s'est répandu quand même assez rapidement, mais c'est dans les années 1975, que la science elle a pris un véritable essor, en particulier en France, tant au niveau de la pratique que dans l'organisation de l'enseignement. Et puis de nos jours, malheureusement, elle est quand même assez méconnue, quand même, malgré son développement, ça reste quand même méconnu. Et on l'appelle soit médecine parallèle ou médecine douce, enfin il y a plusieurs termes qui désignent cette médecine. Mais des fois, ce sont des expressions qu'on utilise même sans savoir réellement un peu ce que ça désigne.
Mais Anna, quelle est la particularité de cette médecine ancestrale? Eh bien, le but des traitements chinois, c'est de rétablir l'équilibre de l'organisme, tout ça en régularisant l'énergie, soit dans telle ou telle fonction, à tel ou tel endroit du corps, pour faire circuler à nouveau de manière harmonieuse eh bien, tout ce qui est énergie. Et ça s'adresse en particulier à toutes les différentes substances de l'organisme, comme le sang ou les liquides organiques, par exemple. Et l'originalité du soin, eh bien, c'est que c'est le patient lui-même qui va faire ce qui est nécessaire, soit dans le temps ou alors de façon inconsciente. Et le praticien, lui, il n'est là en fait que pour déclencher l'action thérapeutique. Voilà, c'est ça un peu la particularité de cette médecine. D'accord. C'est donc un déséquilibre qui provoque justement les maladies. Voilà, c'est ça. Et la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, pour eux, dans leurs préceptes, c'est que les causes des maladies, eh bien, c'est en général un déséquilibre, soit entre l'homme et son environnement, ou soit dans l'organisme lui-même. Et en fait, on peut distinguer 3 grandes causes de maladies. Alors, il y a d'abord les causes externes, ça peut être les excès climatiques, c'est le vent, la tiédeur, la canicule, etc. Il y a tout ce qui est épidémie, maladies infectieuses, contagieuses. Et puis, il y a les causes internes. Alors là, c'est tout ce qui est surménage aussi bien physique, intellectuel et même sexuel. Et puis, il y a surménage aussi alimentaire, irrégularité des repas, par exemple, ou alors les abus, les excès. Et puis, il y a aussi les 7 émotions qui sont ressenties en excès, c'est toujours en excès. Alors que ce soit la joie, la colère, la tristesse, la frayeur, etc. Et puis, on prend en compte aussi le facteur héréditaire. Alors, l'âge et la santé des parents au moment de la conception, et puis l'état de la mère durant sa grossesse, par exemple. Et puis, il y a aussi d'autres causes qui sont prises en cause, qu'on examine aussi. Voilà. Il y a tout ce qui est parasite interne, quand on a des vers, par exemple. Il y a tout ce qui est parasite externe, comme les poux aussi. Et puis, on prend en compte aussi les lésions traumatiques, si on a eu des coups, des accidents, si on a fait des chutes. Voilà. En fait, tout est examiné et puis c'est passé au crible. Vraiment, on regarde tout. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup. Comment reconnaître justement ce qui a pu déclencher la maladie? Comme tu dis, ça fait beaucoup, il faut vraiment tout examiner. Alors, c'est pour ça que le praticien, eh bien, il opère en 4 temps, parce que, voilà, il faut tout examiner. On commence donc par un entretien. Alors, il questionne évidemment son patient sur son état de vie, aussi bien professionnel que social, sur ses habitudes de vie courante, sur son état émotionnel, sur l'histoire de sa maladie, les symptômes qu'il a au moment de la consultation. En fait, en général, il peut poser jusqu'à 10 questions pour avoir un peu une bonne idée de l'état général du patient. Et puis ensuite, il observe. Il y a une observation au niveau du visage. Alors là, il regarde le teint, le regard, l'attitude générale, la respiration. Il examine les yeux, les narines, les oreilles, la peau, les dents. Enfin bref, tout est passé au crible. Ensuite, le plus important, eh bien, il étudie la langue. Parce que c'est le reflet de l'état interne du patient. Il ne fait pas que ça, puisqu'il examine aussi le timbre de la voix, le son, et puis les bruits éventuels de la respiration, la façon dont le patient respire. Tout est examiné. Ensuite, il termine par une palpation. Il y a des zones en particulier qu'il cible pour rechercher de la chaleur, du froid, enfin tout ce qu'il a d'anormal en fait. Et puis à partir de là, il se fait une idée et il y a une interprétation qui est menée. Et à partir de là, il peut évidemment diagnostiquer et puis établir un traitement par rapport à tout ce qu'il a pu observer. Alors, on peut se faire poser des ventouses. Moi, ça me fait un peu peur, ça. Pas avoir peur, Élise. Parce que tu sais, je connais pas, les ventouses, c'est utilisé depuis... c'est une technique millénaire en médecine traditionnelle chinoise. Et puis d'ailleurs, il y a un dicton chinois qui dit, écoute bien, acupuncture et ventouse soignent plus de la moitié des maladies. Alors, n'ayons pas peur. Moi, je te propose plutôt de regarder ce reportage de Mara Lourdes.
Donc comme on a vraiment là une grande fatigue, un épuisement, on va aller chercher l'énergie originelle. Et pour ça, l'énergie des reins, on va permettre à cette énergie de venir nourrir l'ensemble du corps. Ça va être l'essentiel, rein et rate, puisque rate va transformer toute l'alimentation, et rein, l'énergie originelle qui va permettre de remonter tout le niveau énergétique du corps. Et je vais travailler donc dans le dos avec un point qui est magique. Il s'appelle Mingmen, ce point, et il veut dire porte du destin. C'est un lieu où on peut aller puiser l'énergie réserve et nourrir l'ensemble du corps. Donc énergie des reins, énergie de la rate pour pouvoir transformer mieux toute l'alimentation. Donc avec une bonne alimentation et cette énergie, on va pouvoir récupérer pas mal et dormir mieux et avoir plus d'énergie dans la journée. Alors en fait, la médecine traditionnelle chinoise a une histoire très ancienne, elle remonterait à plusieurs millénaires, peut-être 4, 5, puisqu'on a des écrits qui datent d'il y a 2 à 3 000 ans. Donc évidemment, la tradition orale était très antérieure et on retrouve des premiers instruments qui ne sont pas comme aujourd'hui avec du métal, mais avec des os, avec de l'os, et qui daterait d'à peu près 3 millénaires. Donc c'est vraiment quelque chose de très très ancien. Nous avons donc des canaux que l'on appelle aujourd'hui des méridiens d'acupuncture qui nous traversent et qui nous relient entre terre et ciel, qui sont nos racines, nos antennes, et nous sommes traversés par ces canaux. Ils ont mis en place 5 modalités, 5 mouvements, 5 éléments. On peut les appeler de différentes manières. Et ces 5 mouvements, éléments, vont être le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et avec ces 5 modalités ou mouvements, et le yin-yang, et le ciel, la terre et l'homme, voilà, ce sont les fondamentaux. Et l'homme, dans tout cela, est bien à l'image du cosmos. Il va avoir également à l'intérieur de lui-même ces 5 modalités, et ces organes vont être classés selon ces 5 modalités. Et nous allons avoir 2 organes, un yin et un yang, dans chaque modalité. Et c'est toute la construction de l'énergétique traditionnelle chinoise. Et dans le corps humain, pour les Chinois, en fait, c'est simple. L'équilibre repose sur 2 cycles. Un cycle d'engendrement. Engendrement, ça veut dire que chaque organe ou chaque modalité nourrit le suivant, et nourrit le suivant, et nourrit le suivant. Et comme c'est sur un cercle, c'est sans fin. Il y a une nutrition qui se fait et qui permet d'être en équilibre. Alors la médecine traditionnelle chinoise parle de vide, de plein, de chaud, de froid, de yin, de yang, d'intérieur et d'extérieur. Si on a trop froid, on va chauffer. Si on a trop chaud, on va rafraîchir. Si c'est vide, on va remplir. Si c'est plein, ça veut dire trop plein, eh bien on va faire circuler. Si c'est trop yin, on va ajouter un peu de yang. Si c'est trop yang, on va ajouter un peu de yin. On va toujours chercher à rééquilibrer. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Retrouver un équilibre, ou plutôt permettre au corps de retrouver son propre équilibre. Donc, lorsque l'alimentation est régulée, nous, notre travail, si ça ne suffit pas, c'est de travailler sur les méridiens d'acupuncture, puisque dès qu'il y a un déséquilibre, un ou plusieurs méridiens sont touchés. Sont touchés, ça veut dire qu'ils ne sont plus fluides. Il y a une stagnation où ils sont vides, et parce qu'il y a une stagnation quelque part, il y en a un qui n'est pas rempli. Et pour cela, nous avons quelques outils, en particulier les aiguilles, c'est ce dont on va se servir le plus, pour débloquer ces méridiens, pour leur redonner de l'énergie. Nous avons également des moksas pour chauffer, et nous avons des ventouses pour faire circuler dans ces méridiens. Et lorsque tous ces méridiens sont à nouveau fluides, eh bien, le corps est capable de retrouver son équilibre, c'est-à-dire de s'auto-réguler. C'est assez simple. En théorie, c'est très simple. Alors aujourd'hui, moi, j'utilise ce type de ventouse qui, simplement, par aspiration d'air, va permettre d'aspirer la peau. Et on voit tout de suite qu'on a une couleur très rouge qui apparaît. C'est-à-dire qu'on fait circuler
sang et énergie. Très très rapidement, on voit cette circulation se voit immédiatement. Et par donc ce méridien, cela me permet de faire circuler l'énergie dans tous les organes. On a l'impression qu'il y a 2 coups de soleil, mais en fait, on a simplement stimulé énormément l'énergie sur ce grand méridien. Ce qui va me permettre d'une part maintenant d'avoir une action plus efficace avec les aiguilles, parce que justement, sang et énergie sont déjà en circulation. On n'utilise aujourd'hui que des aiguilles stériles, de manière à n'avoir aucun problème, bien sûr, de transmission. Ces aiguilles, elles sont de 2 métaux, un acier inoxydable pour la pointe et du cuivre pour le manche. Alors, ça c'est assez moderne, paraît-il que la différence de potentiel des 2 métaux nous donne encore plus d'effet sur l'aiguille, mais avant il s'agissait uniquement d'os. Là, je veux tonifier, donc je bouge peu mon aiguille. Je veux aller chercher l'énergie en profondeur. Comme j'ai bien stimulé avec la ventouse, je vais avoir une efficacité accrue sur mes points d'acupuncture. Et puis je vais aller chercher ce fameux point dont je t'ai parlé, Mingmen, et celui-là je vais le chauffer avec un moxa. Ça chauffe? Tu me dis si ça chauffe trop? C'est bon. En terminant par un bon massage juste du méridien. Alors en fait, c'est juste, il y a différentes techniques, mais là c'est simplement aider la circulation, la fluidité du méridien, donc aller dans le sens du méridien et aider à sa circulation. Et puis sur toute la zone des reins, chauffer encore un peu. On peut chauffer avec des moxas, mais on peut chauffer avec les mains. Voilà, donc à tester et puis on saura hein, si cela peut soulager la douleur. En tout cas, j'aimerais bien essayer. Il faut tester, mais en tout cas, ça soulage hein, la douleur, puisque le plus souvent, eh bien, d'un point de vue chinois, eh bien, les douleurs sont une conséquence d'un blocage de sang ou d'énergie. Donc, avec les ventouses, voilà, ça débloque tout ça. Petit conseil à donner avant de terminer? Non, voilà, c'était tout ce qu'il fallait dire sur la médecine traditionnelle chinoise et puis à tester, hein, aussi bien les ventouses que l'acupuncture, voilà. Voilà, donc Anna nous a rassuré. Donc l'acupuncture ne fait pas mal. C'est une médecine traditionnelle chinoise et puis on va essayer de tester. Merci Anna, à la prochaine. Allez, tata. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique fin bon. Très apprécié des Calédoniens, le thon se marie avec plusieurs accompagnements, avec du riz ou encore avec des haricots, où on le fait également en Calédonie, on le fait frire. Mais aujourd'hui, je vous propose donc cette recette, le tartare de thon à la mangue. C'est tout de suite sur Anne TV. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de tartare de thon à ma façon, accompagnée de frites de patates douces. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'une longe de thon jaune. Pour la sauce, donc un demi-citron vert et de l'huile d'olive, un peu de sel, un oignon vert, un demi-concombre et une tomate. Pour le guacamole, nous allons donc partir sur une base de 2 avocats. Pour 2 avocats, il nous faut une tomate que le centre, un quart d'oignon, un demi-citron vert, 2 gousses d'ail,
de la crème fraîche entière, du piment d'Espelette et de la coriandre moulue. Ensuite, donc 2 belles joues de mangue fraîche. Pour finir, donc les frites de patates douces. Donc on va réaliser donc le tartare. Première étape, donc on va le couper. Faites des tranches d'environ 1 cm de largeur. Plus c'est fin, mieux c'est. Pas trop fin non plus. Donc vous faites des cubes d'environ 1 cm de largeur. Pour l'oignon vert, donc environ un oignon vert pour une personne, pour environ 100 à 130 g de thon. Pour le concombre, alors j'enlève la peau et le centre. Un quart suffira. Donc un quart de concombre. Donc pour la tomate, nous allons récupérer que la peau. Et le centre servira pour le guacamole. Donc vous la coupez en 4. Vous récupérez que la peau. Hop. Et vous gardez le centre. Donc ceci fait des petits cubes. Donc là, nous avons tous les ingrédients coupés. On va mettre l'huile d'olive et le citron. Donc, pas trop en mettre. 2 cuillères suffisent. Et donc le jus d'un demi-citron. Vous mélangez. Un peu de sel. Donc maintenant, nous allons réaliser le guacamole. Donc, prenez les 2 avocats. Alors, une technique pour enlever le noyau facilement. Prenez, hop, couteau, et voilà. Vous l'enlevez à la cuillère, c'est le plus simple, pour ne pas avoir de perte. Le deuxième avocat, vous allez garder une moitié pour la couper en dés, afin d'avoir une partie qui sera mixée et l'autre encore en morceaux. Préférence prendre des avocats bien mûrs. Ceux-ci, vous les mettez directement au mixeur. L'idéal, c'est d'avoir un petit mixeur pour faire réaliser le guacamole. Et donc, l'autre, coupé dans la moitié. Faites des cubes d'environ la même largeur que pour le tartare. Donc pour les tomates, donc on a récupéré tout à l'heure le centre. Donc vous la mettez entière. Prenez l'oignon. Facilité pour le tranchage de la machine, vous le coupez grossièrement. Pareil pour l'ail. Pour l'ail, vous pouvez enlever les germes qui se trouvent au centre. Coupez en 2 et vous l'enlevez. Donc nous allons d'abord mixer tous nos ingrédients, remuer un peu. Et rajouter la crème. Et donc pour l'assaisonnement, donc une cuillère à café de piment d'Espelette. Et pareil, mais en coriandre moulu, une cuillère à café. Un peu de sel. Et on finit de mixer. Donc,
le guacamole est terminé. On va le débarrasser dans un bol afin d'y ajouter les dés d'avocat coupés. Donc on ajoute les dés. On va couper les joues de mangue pour terminer notre tartare. Donc, vous les coupez en petits dés, un peu plus petits que le reste des dés, donc de 0,5 et 1 cm de largeur. Vous la coupez en deux. Donc notre mangue est coupée. Tous les éléments de notre tartare sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à réaliser les frites de patates douces. Donc pour les frites de patates douces, coupez les extrémités. Donc pour les patates douces, on les épluche soit à l'économe ou au couteau. Moi je vous conseille au couteau, ce sera plus rapide et plus facile. Donc pour faire de belles frites régulières, donc vous faites un rectangle. Et on va faire des frites. Donc vous prenez pareil 1 cm de largeur. Donc nos frites, nous allons simplement les passer à la friteuse. Cependant, si vous pouvez très bien les faire à la poêle avec un peu d'huile, pendant environ 5 minutes. Tout dépend de la largeur et de la longueur de comment vous les avez coupées. Donc au bout de 5 minutes, vous devez voir que vos frites sont bien dorées, bien colorées. Nous allons les saler. Nos frites sont terminées, notre tartare, le guacamole et la mangue. Donc nous n'avons plus qu'à réaliser le dressage. Donc on commence par le tartare de thon. On aura besoin d'un cercle. Vous faites une couche. Il faut que le thon représente environ les 3/4 du mélange. Ensuite, vous prenez le guacamole, vous recouvrez jusqu'à la fin du cercle et les dés de mangue. Et nous allons monter les frites. Donc notre tartare est terminé et dressé. Bonjour Marie-Hélène, l'enseignement de la musique à l'école a évolué depuis ces dernières années. Alors dis-nous où nous en sommes aujourd'hui. Bonjour Élise et bonjour chers téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la tendance, Élise, c'est quand même d'enseigner autrement. On le sait, donc enseigner d'une manière différente évidemment et apprendre, si tu veux, toutes les musiques du monde donc à la génération justement en devenir. Alors cette éducation, si tu veux, musicale à l'école, donc qui se modernise, se concrétise, si tu veux, avec la mise en place de projets pédagogiques, tu t'en doutes, au primaire et au collège. D'accord, alors de quelle manière justement cet enseignement peut-il être différent ? Alors, par la création, Élise, par l'interprétation, par la perception et par l'analyse. Alors, je vais expliquer tous ces termes-là, justement. Exactement, beaucoup d'objectifs à atteindre. Donc, on va les détailler un petit peu, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on cherche donc à faire évoluer un petit peu les méthodes, notamment dans ce secteur-là. Alors, premier objectif, Élise, c'est aider donc l'élève à devenir un véritable amateur de musique, Élise, et ce, en général. Donc, qui soit attiré et intéressé à toutes les musiques du monde. Donc pour atteindre cet objectif, on utilise en fait la pratique, si tu veux, vocale. Ensuite, on cherche, deuxième objectif, on cherche donc à développer son écoute, Élise. Il faut savoir que les élèves, justement, notamment à Nouméa, qui font partie donc du dispositif mis en place à l'école, peut assister justement à tout ce qui est concert, si tu veux, éducatif, qui ont lieu donc à l'auditorium donc du conservatoire à Nouméa. Ensuite, on cherche également à développer
son sens critique, Élise. D'accord, c'est vrai que c'est très intéressant de savoir justement que l'éveil musical, la musique produit autant d'effets. C'est vrai, c'est clair que effectivement cette éducation musicale a beaucoup, si tu veux, d'avantages. Et donc on va poursuivre au niveau des objectifs, Élise. C'est également donc de susciter chez donc les jeunes la vocation peut-être pour des études musicales. On ne sait jamais, parce qu'ensuite il peut très bien être actif et puis intégrer un ensemble vocal ou un ensemble instrumental. Et puis dernier objectif, Élise, c'est aussi d'élargir, si tu veux, ses capacités donc à communiquer et donc à s'exprimer, parce qu'effectivement grâce à ces activités-là, voilà, on peut développer ses compétences. Et puis pour finir, Élise aussi, c'est également lui permettre de vivre une scolarité plus épanouie. D'accord, je pense que ça aussi c'est un but important. Alors est-ce que cette façon d'aborder justement et de penser l'éducation musicale existe-t-il au pays ? Eh bien oui, Élise, figure-toi que oui, cette méthode d'enseignement justement et d'apprentissage en fait se développe via les CHAM. Alors les CHAM, c'est pour donc classe à horaire aménagé musique. Et donc si tu veux, voilà, les élèves sont donc amenés à travailler sur des projets sur plusieurs années. Et donc si tu veux, au tout début qu'a été lancé ce dispositif-là, c'était donc en 2012. Il y a eu donc des élèves d'une école primaire qui s'appelle Amélie Cosnier, qui se trouve du côté de Nouville, donc qui ont intégré le dispositif. Et puis, ils ont travaillé avec des collégiens du collège Boudou, qui se trouve aussi à Nouméa, sur l'hymne calédonien. Tu t'en souviens de ça, Élise? Oui, je m'en souviens. On l'entend pas trop, cet hymne, mais il existe. Il existe, on l'écoute parfois dans les, je pense, dans les compétitions sportives. Exactement. Ou sinon, voilà, les grandes occasions. Alors c'est vrai que c'est toujours enrichissant de côtoyer justement, on va dire, plus petit ou plus grand que soi. Et puis, alors justement, dis-moi, tous ces cycles sont concernés par cette nouvelle façon de transmettre une éducation musicale à nos enfants? Eh bien, en fait, si tu veux, donc depuis 2012, il y a donc ces fameux élèves du primaire qui sont donc scolarisés en CM1 et en CM2. Du côté du collège, il s'agit donc des 6e, 5e, 4e, 3e, donc tous les cycles sont concernés. Et ensuite, 2013, donc c'est là que justement les classes CHAM Nord ont donc été créées. Alors, pour commencer, ça a été donc les 6e du collège de Connay. Et puis, du côté des Alamanda, il y a également aussi les élèves qui ont intégré le dispositif et donc, qui sont donc scolarisés en CM1 et CM2 Élise. Et puis, les choses ont évolué, si tu veux, dans le temps, puisqu'en 2014, ce sont donc les 5e qui ont rejoint le dispositif. Et cette année, voilà, les 4e, à leur tour, rejoignent le dispositif. Donc aujourd'hui, si tu veux, c'est la 3e année que les CHAM Nord existent. Et ça représente quand même environ une centaine d'élèves, Élise. C'est pas mal. Quand même un chiffre conséquent. Ah oui, c'est conséquent. Ah oui, alors t'imagines, lorsqu'ils travaillent sur des projets, ça doit représenter pas mal de gestion, effectivement, et d'encadrement pour tous ces enfants et pour le personnel qui les accompagne. Alors, pour se faire justement une idée de leur travail, Élise, moi je te propose qu'on se rende du côté de Connay. On va assister justement aux répétitions qui avaient eu lieu justement l'an dernier, lorsqu'ils ont préparé leur spectacle Tiriri. C'est ça, tu te rappelles, tu l'avais présenté? Oui, c'est la petite cigale. Oui, c'est ça, c'est la petite cigale. Tiriri, moi je ne sais pas rouler les R, donc voilà. Alors c'est grâce à Aurélie Chiron qu'on va découvrir de suite ce reportage. Il revient en silence. CHAM, ce sont les initiales de classe à horaire aménagé. Ça peut se produire dans plusieurs matières. Il se trouve que nous, ici, on l'a pour la musique. C'est une classe qui fonctionne avec un partenariat extérieur. Pour nous, c'est le Conservatoire de musique de Connay, annexe de Connay, avec le vice-rectorat, bien sûr. Donc il y a eu un accord des deux parties pour monter ensemble ce projet. Attention le groupe. Là, on ne rigole pas, là. On va rigoler quand on va être dehors à la pause. Bon, allez. Bien. Il est ancien. Alors, la différence, c'est qu'une classe CHAM fait appel donc à un personnel extérieur, ici des gens du conservatoire, et ils ont en plus de leur emploi du temps du collège, 1 heure de musique en plus, c'est-à-dire qu'ils ont 2 heures par semaine de musique, alors que les autres classes ordinaires ont 1 heure de musique hebdomadaire.
Les enfants, ils ont donc une heure hebdomadaire comme toutes les autres classes, où ils font essentiellement du chant, où ils font également de l'écoute et de l'approche un petit peu solfégique et un petit peu de l'approche vocabulaire musical. Voilà. Ensuite, pendant l'heure supplémentaire de cham pour donc, ces classes à section, il y a un travail supplémentaire sur le projet, notamment sur le chant et également sur un petit peu l'instrument, de manière à mettre en valeur un petit peu les thèmes étudiés pendant le projet. C'est un projet qui est mis en place dès le début de l'année, toujours en partenariat avec le conservatoire. On a 2 intervenants de musique, un en chant spécialisé et l'autre en instrument, qui permettent justement de mettre en place ces histoires, ces petites pièces musicales. Là, le projet est basé sur le conte en langue locale. Et donc, ça permet donc aux élèves de se retrouver dans leur univers personnel, puisque ça parle un peu de géographie tout autour de, non pas de Nouméa ou de la Calédonie, mais plus précisément de la province Nord. Donc, c'est un projet qui va nous mener jusqu'à la fin de l'année et qui permet donc aux élèves de se retrouver un petit peu dans leur univers en chantant, en chanson et en musique d'une manière générale. Le projet permet de faire appel un peu aux connaissances des élèves dans différentes matières. Sont impliqués entre autres professeurs d'histoire-géographie, puisqu'il est question de lieux particuliers géographiques de la province Nord. Fait appel aussi aux compétences du professeur d'art plastique, puisque c'est lui qui est chargé d'aider les élèves, de leur expliquer comment illustrer le livret qui va être fait justement à propos de ce conte qui est étudié cette année. Utilisation aussi en français, puisqu'on a une représentation théâtrale, et donc aussi un petit peu de notion d'attention de metteur en scène, entre guillemets. On a besoin aussi de professeurs de danse qui permet d'aider les mouvements sur scène, des choses comme ça. Joue d'abord avec elle, Antoine, avec ta camarade. Viens voir, il y a quelque chose. Pour chanter, ma petite, il va falloir que tu ailles chercher une plume de cagou et des poils de roussette au Montpellier. La nuit tombe et Chérie s'endort. Alors qu'elle dort, elle entend l'esprit chanteur. Voilà, on reprend. Mais c'est plus à l'esprit, il peut se déplacer. Regarde d'abord. Mon rôle a été, avec les 6e, d'étayer, en fait, de rendre plus conséquent un conte qui existait déjà. Donc on a écrit les épreuves. La situation initiale existait déjà, l'élément perturbateur et la situation finale. Et les élèves ont eu à écrire pendant plusieurs séances d'écriture les différentes épreuves. On a dû travailler, puis retravailler, faire un brouillon, recommencer. Si vous allez vers là, on sait déjà que ça reste aussi des surprises.
J'ai axé le cours sur le conte par rapport en fait à l'écriture qu'on devait faire ensemble. Donc c'était pas forcément un cours sur le conte en lui-même, c'était un cours qui allait servir à écrire des choses pour notre spectacle. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en scène le texte, donc tout le texte qu'on a composé ensemble. Il faut trouver des astuces pour rendre vivant le récit, pour faire en sorte que le spectateur comprenne en fait l'histoire que nous avons écrite. Il ne faut plus réciter son texte, il faut le raconter, il faut le jouer sur scène. Suis cette ligne de montagne et te mènera jusqu'à Talou. Là-bas t'attendront Dayou et Miadon. Ils te dicteront la suite. Le chemin est long et éprouvant, mais Chiriri sait que si elle s'approche... On remarque quand même que les élèves de Cham sont curieux, ils sont plus volontaires à l'oral, ils n'ont pas peur, ils s'expriment facilement, parce qu'il faut faire même du sport par exemple en acrobranche. En acrosport, pardon, bien, ils font les exercices, ils n'ont pas honte. Voilà, c'est quelque chose qui est presque inné chez eux. En fait, ils aiment le spectacle, ils aiment voilà, la danse. Lorsqu'il faut faire des exercices de théâtre, ils les font. C'est là, ça veut dire que c'est quoi les 4 arbres? Oui, donc toi, tu vas vraiment te venir ici et tu peux même t'asseoir. Je vais te mettre sur le coin, assis-toi. Et Loana, je pense que c'est fini pour toi. Hein? Ça veut dire que toi, tu vas t'avoir retiré, pardon, je te pousse un peu. Tu vas devenir un arbre juste là. OK? Tu peux t'approcher? Pour intégrer une classe Cham, il faut participer aux évaluations, aux auditions qui ont lieu en fin d'année pour préparer l'année suivante, l'année scolaire suivante. Donc ça passe généralement fin novembre, début décembre, où on consacre une demi-journée à écouter les enfants qui sont intéressés par une classe Cham. Donc ça se passe à la fois sur la motivation de l'élève et sur un petit peu sa qualité de chant. On ne demande pas des grands chanteurs, mais on demande surtout de la motivation et de la disponibilité à ces élèves-là. Il se mit à pleuvoir. Oui? Donc vous allez entendre la ligne, elle aperçoit l'oiseau messager et se laisse guider. 1, 2, 3. Elle aperçoit l'oiseau messager et se laisse guider. Le bilan est d'ores et déjà positif. On s'est vu entre intervenants justement auprès de cette classe-là. Et on a trouvé que les élèves avaient été très performants lors de leur première petite prestation qu'ils ont eu l'occasion de donner. Et on estime que la classe mérite bien d'être reconduite l'année prochaine avec notre projet, bien sûr. Donc les élèves étaient en 6e, 5e cette année. L'année prochaine, ils seront en plus en 4e. Donc on espère monter un nouveau projet avec d'autres élèves l'année prochaine. Voilà, donc très beau reportage. Hein. Et puis c'est vrai qu'en entendant le terme classe à horaire aménagé musique, on a tendance à croire que les enfants n'apprennent qu'un instrument. On a toujours l'image de cette flûte avec le cahier en classe, alors que non, c'est pas ça finalement. Exactement, hein, aux oubliettes, l'ancienne matière. Flûte, cahier de notes. Exactement, tu vois, c'est plus du tout le même contenu hein, qu'on avait nous lorsqu'on allait en cours de musique en fait. Hein. Tu l'as si bien dit, on apprenait quoi, à jouer de la flûte? Le jeu de la flûte. Enfin, ben nous, c'est tout. Hein, je veux dire, à Wailou, on avait quand même des instruments, mais pas forcément comme ça, où tout est aménagé autour, des cours de théâtre, des chants, tout est regroupé pendant cette heure-là. C'est vraiment, c'est ça. Vraiment génial. Les disciplines artistiques, en fait, voilà, sont pratiquement toutes abordées au sein, effectivement, de ces classes-là. Et on l'a vu dans le reportage, hein, tu as vu la danse, le théâtre, la chorégraphie, même l'écriture aussi font partie de l'apprentissage. Donc ça, c'est super. Et en même temps, tu as vu, chaque professeur apporte aussi sa pierre à l'édifice avec ses élèves, justement, à la construction d'un projet global. Hein. C'est vrai que le rôle du professeur est important. Hein. On voit au niveau de ses gestes, les élèves le suivent, l'écoutent, et on voit que les élèves sont assez à l'écoute et puis ils sont très épanouis dans ce qu'ils apprennent. Ah, tout à fait, oui. Et un autre exemple, Élise, en art plastique, par exemple, ils ont travaillé sur la réalisation des masques pour la réalisation, pour justement avoir un petit costume pour le spectacle, le voyage, justement, de Chiriri. Donc, tu vois, c'est
c'est multiple, c'est varié, donc c'est génial pour ces enfants-là. Et puis tu sais qu'en ce moment, ils sont donc en train de travailler sur le fameux petit livret donc dont parlait Jackie Amblard, hein, le professeur d'éducation musicale dans le reportage. Donc voilà, ils sont en train de réaliser, si tu veux, les illustrations donc, de ce livret, qui vont être publiées dans ce petit livret qui va être édité normalement. Alors, on a vu dans le reportage que les enfants étaient très captifs, mais est-ce que toutes les activités plaisent aux enfants? Écoute, d'après Jackie Amblard, le professeur, oui. Oui, ça plaît aux enfants. Et Vincent Djamali, qui est donc intervenant donc, aussi par le biais donc, du conservatoire et qui travaille à l'antenne de Koné, qui est intervenant plutôt dans les établissements scolaires, et il s'accorde aussi à dire la même chose. Et comme ils assistent en fait au conseil de classe, il a donc remarqué, les professeurs le disent aussi, que les enfants ont changé, Élise, pour citer quelques termes qu'il m'a transmis hier par téléphone. Il me disait justement que grâce à ce dispositif Cham Nord, les enfants se sentent mieux justement en classe, ils sont plus attentifs et disponibles pour apprendre, donc ça c'est quand même magnifique, et puis ils sont épanouis, ouverts et ils ont justement même pris confiance en eux. Et donc, je suis sûre qu'ils ont des bonnes notes. Certainement qu'ils ont dit une bonne note, parce qu'à partir du moment où on est bien justement à l'école, qu'on est intéressé, forcément ça se passe bien. T'es d'accord, Élise? Oui, je suis d'accord. Alors, quels sont justement les autres projets prévus pour cette année par les profs et les intervenants du côté de Koné? Tu avais parlé justement du petit livret donc de chansons. Oui, c'est ça. Donc c'est un fameux livret, c'est un petit livret donc de chansons qui justement permettra donc à chacun de travailler sur des chants on va dire utilisés, plutôt exprimés par différentes communautés du territoire. Donc tu vois, il y a une ouverture aussi dans le cadre de ce projet qui est fait, une ouverture culturelle aussi. Et puis ensuite, Élise, je sais qu'il y a également, si tu veux, un travail qui est fait aussi autour du bambou. L'idée, c'est aussi de permettre aux enfants d'apprendre à jouer du bambou. Donc ça concerne justement les élèves de 5e et de 4e. Et puis juste pour revenir sur le livret de chansons, bien évidemment les enfants ils vont chanter, donc l'objectif c'est aussi de les faire chanter, et ça concerne donc normalement les CM1, les CM2, les 6e et les 5e. Donc encore que du bonheur pour cette année au niveau artistique. C'est clair. Du côté de Koné. Voilà, on va leur souhaiter un bon courage, et puis justement grâce à ces activités-là, peut-être que sûrement vous allez avoir des bonnes notes, et on n'en doute pas, n'est-ce pas, Marie-Hélène? Écoute, de toute façon, pour l'instant, ça se passe de cette manière-là, donc ça devrait que se poursuivre dans ce même effort, Élise. Voilà. Merci, Marie-Hélène, et puis bon courage à l'équipe d'encadrement. Merci. À bientôt, Élise. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle quotidienne.